Vas-y, raconte ce que tu fais. Eh ben, je suis en train de travailler sur une vidéo. Pas mal, quand même, devant des super scènes d'éléphants. Bonjour. Alors, on reprend le récit de nos aventures hein, au moment où on se trouve à peu près au milieu du parc Kruger. On a visité le parc Kruger en 3 étapes, on va dire le nord, le centre et le sud. Et là, on arrive au centre. Alors, comment et pourquoi on est arrivé au centre? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a eu une première expérience de découverte qui était très réussie autour de Phalaborwa. Et ensuite, donc, on était à ce moment-là dans la province de Limpopo. On voulait trouver un moyen de se diriger vers le sud, vers la province de Mpumalanga. Or, on a observé qu'il y avait un statut d'exception pour une porte qui s'appelle Orpen Gate, qui se trouve à peu près au milieu. Donc, on a jeté notre dévolu sur Orpen Gate et on a essayé de trouver une solution pour se faire héberger près de Orpen Gate, ce qui nous permettait de jouer de ce statut d'exception. La petite ville étant, pour des raisons très peu explicables, parce qu'il n'y a presque personne là, à la fois dans le Limpopo et le Mpumalanga, officiellement, uniquement pour la durée de la crise du Covid. Bon. Ben, on en a profité. On a profité, ça a très très bien marché. Alors comment ça s'est passé? Ben, on a cherché, on a envoyé des messages Facebook pour voir si on trouvait un hébergement possible. Et on a trouvé dans un centre qui est difficile à décrire. Un endroit complètement insolite. Oui, vraiment. On va dire inattendu. C'est une sorte de village de briques et de broc qui est à la fois une guest house, mais la guest house dans la petite pension n'existe que parce que c'est aussi un projet communautaire. Et puis c'est tout neuf en fait, je crois qu'ils n'ont jamais eu personne pour l'instant. Ben non, alors disons que ils sont en train de construire des bungalows, la construction est faite par les volontaires, pour les volontaires, mais ces volontaires, que font-ils par ailleurs? C'est une sorte de communauté. Ben, ils construisent à partir de matériaux recyclés. Alors je crois que c'est assez à la mode dans différents endroits du monde de construire avec notamment des bouteilles en plastique, des pneus, des canettes, des morceaux de bois ramassés des canettes de boissons. Et donc, récupérant sans doute cette idée, ou la développant, il y a une sorte d'éco-village qui s'est construit là, et en bordure de cet éco-village, qui fait aussi travailler la communauté locale, donc les villageois, et qui fait un petit peu de sensibilisation, d'éducation, parce qu'il y a une partie importante qui est la bibliothèque. C'est presque la partie centrale d'ailleurs, donc c'est un beau projet éducatif qu'il y a là derrière. Eh bien, on a cet ensemble très hétéroclite. Et évidemment, ce qui ajoute au caractère saugrenu, c'est le fait de découvrir ça pendant la situation de confinement, ce qui fait que les seules personnes sur place sont le gardien et sa femme, qui sont eux-mêmes des originaux. Il faut sans doute être un peu original pour habiter à un tel endroit. Et donc, ils nous ont très gentiment accueillis et fait découvrir les lieux. Pour continuer dans la série des endroits inattendus, nous sommes aujourd'hui à Chic Shack Backpackers, un endroit qui est entièrement fait de pièces recyclées, avec un âne qui vient d'ouvrir la porte. Tu veux venir là, mais t'as pas le droit. L'âne veut rentrer dans la cuisine depuis tu nous regardes. Depuis qu'on est arrivé, mais l'âne n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine. Alors c'est fait de récupération, des fenêtres récupérées, des capsules de bouteilles. C'est vraiment super joli. Des morceaux de palette. Et c'est un projet communautaire dont on a eu du mal à comprendre l'essence. Non, 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 tu rentres pas. Tu rentres pas. Rentre pas. Allez, attends. Alors, il y a quelques constructions qui sont très colorées, décorées en style local, qui sont cachées dans les buissons, là.
Ou encore l'arrière de la cuisine, ici avec un des nombreux chiens qui vit sur place, qui vient nous accueillir. Voilà aussi une belle fresque qui décore le bloc sanitaire. Et la justification de cet ensemble de petits bâtiments, c'est une justification communautaire. On a là un espace de travail, de rassemblement pour les enfants du village, pour les dames du village qui viennent aussi faire un peu d'artisanat, qui pourra ensuite être vendu aux personnes qui viennent visiter le parc Kruger. Oscar est garé dans un petit camping qui habituellement sert aux volontaires. Donc on a ici une petite pépinière avec un jardin communautaire. Ici on a la crèche qui ne sert plus depuis le confinement et qui est aussi décorée en style local. Et puis ensuite on a les éléments plus commerciaux. Dans des containers recyclés, on a des magasins de souvenirs. Voilà, tout ça est fait d'un peu de briques et de broc, mais rapporte un petit peu d'argent aux communautés villageoises locales. On voit là, par exemple, un rhinocéros en cours de construction à base de canettes compressées. Ou une sorte de cage de protection pour les plantations qui se termine en arbre de Noël. Ou d'autres sculptures plus improbables. Oui, alors dès le lendemain matin, ils avaient des courses à faire dans la petite ville à côté, donc ils nous ont gentiment proposé d'aller avec eux. Donc pour atteindre cette petite ville, nous avons traversé des villages typiquement africains, pas pauvres du tout. D'ailleurs, on a vu de très très grandes maisons qui appartiennent non pas à des Afrikaners, mais à des Noirs, qui ont des grandes maisons pour pouvoir accueillir toute leur famille. Donc dans ces petits villages... Donc c'est ça, on parle là de la population noire de la classe moyenne enrichie qui en général habite à Johannesburg, enfin là où il y a de l'activité. Et en fait, comme certains en français, mais ils ont aussi une résidence secondaire, pour ainsi dire, là où ils sont nés. Donc ils font vivre un petit peu la communauté villageoise comme ça. Il faut dire aussi que les villages africains, c'est quand même plus les cases et les paillotes, ça a un petit peu changé. Déjà, il y a beaucoup plus de toits en tôle, par exemple. Il y a quand même une route, il y a quand même des automobiles qui circulent, donc c'est pas non plus l'Afrique des années 60-70, hein, ça a beaucoup changé. Mais ce qu'on a observé, c'est que d'une situation de quasi bidonville, on est en train de monter en gamme progressivement vers une situation de presque petite ville de campagne. Donc dans ces petits villages, il y a généralement des toutes petites échoppes dans lesquelles on trouve le principal, de la farine, du sucre, du lait, et puis des vendeurs de fruits et de légumes qui s'installent sur le bord de la route, donc qui actuellement ont quand même beaucoup de mal à vivre. C'est super pratique par contre, parce qu'on s'arrête, on achète des bananes, des pommes, voilà. Et puis tout à coup, on est arrivé dans un truc complètement démentiel, un mall. Un centre commercial. Un centre commercial hyper moderne, avec des enseignes qu'on peut trouver dans toutes les villes du monde maintenant. On voit marquer Pierre Cardin, Paris, sur les vitrines de certaines... Ouais, Daniel Echter, Apparemment, ça a été construit clé en main. Il y a 3 ans, il y a un promoteur qui est arrivé, il a tout amené. Enfin, le McDo, c'est complètement insolite, là aussi, puisqu'on retrouve les gens qui habitent les petits villages d'à côté. Alors, c'est plus des paillotes, certes, mais c'est quand même rudimentaire. Et ils sont transportés dans un mall hyper moderne, avec des écrans géants
qui retransmettent des matchs de foot, des restaurants. Ils sont habillés complètement à l'occidental. On était les 4 blancs du parc, hein, on était tout seuls. Ah oui, là c'est vraiment une zone de l'Afrique du Sud qui est complètement noire. Donc ça, c'était une expérience qui était vraiment marrante aussi. Très intéressant, et on se pose la question d'où vient l'argent. On n'arrive pas très bien à comprendre. C'est de l'argent qui, comme pour les résidences secondaires, c'est ruisselle, en fait, la théorie du ruissellement des zones d'activité, c'est-à-dire peut-être que les gens qui sont là sont des fonctionnaires donc qui sont payés par l'État, ou alors des gens qui travaillent dans le privé, mais à un niveau correct. Et ils ne travaillent pas localement, ils travaillent sans doute à Johannesburg, mais ils reviennent régulièrement, où ils distribuent de l'argent à la famille. Et donc c'est ça qui permet à des personnes du coin de venir dans ces grands malls qui sont à la fois... Pour eux, je pense que c'est à la fois, comme nous, une galerie marchande du genre, une galerie marchande de Leclerc ou de Carrefour, mais en même temps quelque chose qui relève un peu du luxe, parce qu'il y a quand même... Enfin, c'est complètement inattendu, c'est très lumineux, il y a il y a des marques et c'est clinquant, c'est assez cher d'ailleurs, c'est presque les prix occidentaux qui sont pratiqués. Donc je pense que c'est un mélange de quelque chose de massif, mais de haut de gamme en même temps. Donc on est resté à peu près 6 jours à cet endroit. La plupart du temps, on allait tous les jours au parc Kruger, sachant que c'était quand même un peu loin. On avait presque 1 heure de route pour y aller, matin et soir. C'était un peu fatigant quand même. Du coup, on en a profité pour faire 2 journées hors du parc. La première journée, nous sommes allés dans le parc de Manialeti, qui est un parc privé, qui était le seul parc animalier ouvert aux Noirs pendant l'apartheid. C'est resté un parc très naturel, un peu sous-développé en termes d'infrastructure. Il n'y a aucune route goudronnée, il n'y a que des pistes en assez mauvais état. Et il y a, je pense, un recensement des animaux qui est assez rudimentaire, si bien que on ne sait pas très bien quelle espèce on va trouver où. On est un peu comme dans la vraie nature d'ailleurs. Alors on était tout seuls, hein. Ils ont eu une visite dans la journée, c'était nous. Mais il y avait le personnel d'entretien quand même qui entretenait par ailleurs des camps qui sont complètement vides. Ouais. Et ils étaient très surpris de nous voir d'ailleurs. Donc c'était un épisode nature. Mais c'était assez sympa finalement. On s'est mis près d'un point d'eau, comme souvent, parce qu'on aime bien. Au début, on a été un peu déçus parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'animaux quand on était sur la piste. À peine un éléphant ou une antilope. Et finalement, on a cherché le point d'eau. C'est la saison sèche, donc il n'y a pas beaucoup de points d'eau. Les points d'eau temporaires sont tous à sec. Mais il y avait un grand barrage, comme souvent dans les parcs. Et donc, on a trouvé le seul endroit où on pouvait, à notre avis, se mettre pour rester longtemps au même endroit et voir les animaux circuler. Un petit peu comme ici derrière nous, on s'est mis près d'un point d'eau. Et nous, on ne bouge pas, ce sont les animaux qui bougent. Et ça a très bien marché, on a vu d'assez jolies scènes, rien de très spectaculaire, mais c'était un bel épisode. D'ailleurs, ce parc, il est tout près du parc Kruger, Ils ont une frontière en commun. Ouais, c'est pas le seul, il y a le Kruger, le vrai Kruger, au sens Kruger National Park, qui est entouré d'une surface presque équivalente, peut-être un peu moins quand même, de parcs privés. La plupart sont des parcs privés haut de gamme. Ils sont très connus, ils sont très référencés, et c'est là que comment dire, les tours opérateurs de luxe établissent leur base de safari. Donc si en tant qu'Européen vous cherchez un beau safari assez haut de gamme en Afrique du Sud, vous risquez de vous trouver non pas dans le Kruger, qui reste une zone plus pour les locaux et finalement assez populaire, même si c'est très riche, mais plutôt dans un de ces parcs privés qui est adjacent au Kruger. Et parfois les clôtures d'ailleurs n'existent pas, les clôtures ont été enlevées progressivement, ça fait partie de la conservation de la faune, en fonction du nombre d'animaux, ils enlèvent ou ils mettent des clôtures. Voilà, et puis la deuxième excursion qu'on a faite, c'est de partir une journée à Blind Canyon. Et c'était super joli, moi j'ai beaucoup aimé, c'était un changement radical, parce que le Kruger, c'est quand même
la saison sèche, hein, donc les arbres sont secs, le bush, il y a pas de vert du tout. Et là, on est monté dans les montagnes et on a vu des forêts entières de conifères. Donc c'était vert, c'était un changement incroyable en quelques kilomètres finalement, parce que je sais plus combien on a mis de temps, mais c'était pas si loin que ça. Et puis là, on retrouve d'autres traits qu'on a observés sur l'Afrique du Sud, c'est que c'est un pays qui est très développé sur le plan économique. Et donc, la forêt fait l'objet d'une exploitation extrêmement intense. Et on voit des exploitations comme on n'en verrait pas en Europe. Enfin, c'est même pas imaginable. C'est sur des dizaines ou des centaines de kilomètres carrés. Et on a des engins qui circulent, qui sont des engins immenses, des feux de forêt qui sont faits pour l'entretien courant. Tout ça en grand. Et ça, c'est vraiment un trait aussi, non seulement sud-africain, mais anglo-saxon. On pourrait imaginer ça qu'aux États-Unis, au Canada ou en Australie et en Afrique du Sud. Vraiment, il y a une industrie qui marche bien. Ici, l'industrie forestière, on la développe et on la développe vraiment en très grand. Donc, on a vu ça sur la route. Par ailleurs, c'est une route, la route de Blythe Canyon, qui est juste une route touristique. On peut difficilement enfin, à notre époque, au moment où on est passé, en tout cas, on ne pouvait pas la visiter à pied. Les randonnées sont fermées. Il y a quelques randonnées qui permettent de descendre dans le Blythe Canyon. Blythe Canyon, c'est le deuxième plus grand ou le troisième plus grand canyon d'Afrique ou du monde, je ne sais plus très bien. Et c'est un espace qui est assez impressionnant, mais qui est très vaste. Donc la bonne façon de parcourir, sans doute, c'est en voiture, en restant sur la crête et en allant de point de vue en point de vue. C'est ce qu'on a pu faire. Là aussi, il n'y avait presque personne. Mais certains points de vue étaient ouverts, hein, pas tous. Donc on a pu en profiter un peu égoïstement, pratiquement tout seul.